Alors, on reprend, et pour continuer dans les perspectives joyeuses, on va parler de comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État. L'enquête qui a été publiée par Mathieu Aron et Caroline Michel-Laguerre examine vraiment en détail les différents mécanismes par lesquels les cabinets de conseil s'infiltrent, se déploient et les différentes conséquences. Pour poser le cadre, je voudrais vous présenter un petit champignon que vous voyez en jaune sur la photo là, qui vient se développer sur le système nerveux de certains animaux et dont on dit la chose suivante. Les individus affectés par le champignon cordyceps présentent tout d'abord un comportement erratique et anormal. D'après les scientifiques, le parasite prend le contrôle physique de son hôte en développant des cellules fongiques autour de son cerveau. Il pirate alors le système nerveux de l'insecte pour contrôler ses muscles. Yann Will, chercheur sur la question, précise que les chercheurs ignorent encore si le champignon y parvient en libérant des substances chimiques ou en modifiant l'ADN de l'insecte. C'est les zombies, on les appelle insectes zombies une fois qu'ils sont malades. Ceci étant dit, le livre s'ouvre sur vraiment la question du Covid. Il va bien plus loin que la question du Covid. Et vous dites assez rapidement, l'État est devenu consulto-dépendant. Qu'est-ce que ça veut dire que cette consulto-dépendance? Et après, on verra si c'est un problème. Mais d'abord, comment est-ce qu'on est devenu consulto-dépendant? Je peux peut-être commencer par raconter comment on est arrivé à ce constat, à cette enquête. Donc, moi, je suis Caroline Michel-Laguerre, mon co-auteur Mathieu Aron. Nous sommes tous les deux journalistes au Nouvel Observateur. On n'a pas tout à fait le même parcours. Moi, je suis journaliste économique et puis je fais de l'enquête depuis une dizaine d'années. J'aime beaucoup l'histoire, les sciences sociales, tout ça. Et Mathieu Aron est un geek et il aime beaucoup les bases de données, les chiffres, si bien qu'on est très complémentaires. Et nous, l'enquête commence en effet pendant la crise du Covid, où on découvre par un indiscret dans un journal que le cabinet McKinsey aide le ministère de la Santé dans sa stratégie de vaccination. Et là, pour le dire simplement, les bras nous en tombent parce qu'on s'imaginait que dans un moment aussi grave du point de vue de la santé publique, des décisions qu'il y avait à prendre, compte tenu aussi de la puissance de la fonction publique en France, très bien dotée, des millions de fonctionnaires extrêmement bien formés. Quand vous rencontrez un énarque qui vous explique qu'ils sont les meilleurs fonctionnaires au monde, on s'est dit comment ça se fait. Donc, on a commencé à tirer le fil pour arriver assez vite à réaliser que tout ça était extrêmement opaque. C'est-à-dire que j'ai un souvenir très précis de la première fois qu'on va voir la ministre de la fonction publique de l'époque, fonction et transformation publique, Amélie Montchalin, qui est aujourd'hui ministre du budget. On lui dit combien l'État dépense chaque année en prestations intellectuelles. Elle nous dit je ne sais pas. Et c'est probablement vrai, parce que personne ne s'était posé la question. Il y avait, enfin, en tout cas comme ça, il y avait une totale opacité sur les montants dépensés chaque année par l'État en prestations intellectuelles et du coup les raisons, puisqu'on ne se posait pas la question, et encore plus le résultat. Parce que comme on ne savait pas ni combien ni pourquoi, on ne savait pas si ça marchait, pour le dire simplement. Donc, je vais vous parler du goût de Mathieu pour les bases de données. Mathieu a commencé à éplucher une base de données européenne
où les États européens sont obligés, au-dessus d'un certain seuil, de publier les marchés publics. Et il a commencé à compiler ça et tous les jours en disant il y en a partout. Il y a des contrats, des marchés publics passés par tous les ministères, toutes les collectivités territoriales, tous les grands établissements publics, avec tous les grands cabinets de conseil de la place dans tous les domaines, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'armée, l'économie, le nucléaire. Absolument rien, ni aucun sujet n'échappait à cette infiltration, on appelait cette infiltration des consultants au sein de l'appareil d'État. Donc moi, j'ai commencé à me poser la question de pourquoi. Comment c'est arrivé. J'ai fait un peu d'histoire. J'ai fait un peu d'histoire sur les cabinets de conseil. Je suis pas sûre que vous ayez besoin de moi là-dessus, mais je pourrais vous répondre. Mais je me suis rendu compte que, en fait, la France avait longtemps fait figure de citadelle imprenable pour les cabinets de conseil internationaux, qui sont nés en gros au début du XXe siècle, qui se sont beaucoup développés aux États-Unis la première moitié du XXe, puis après se sont internationalisés à mesure que les échanges se mondialisaient, se globalisaient et que ces firmes devenaient extrêmement riches. Donc après, comme vous l'avez vu dans le film, cette rendue indispensable dans les entreprises, elle s'était rendue indispensable auprès de l'État. L'État des États-Unis, mais tout un tas d'États européens, l'Allemagne, le Royaume-Uni, évidemment. En France, il y avait un double phénomène qui était cette haute fonction publique très sûre d'elle, et tous ces corps d'inspection généraux qui étaient censés être les consultants internes de l'État, c'est-à-dire savoir faire le diagnostic de ce qui n'allait pas et faire des propositions. Et puis, il y avait aussi des cabinets de conseil locaux sur des expertises techniques, souvent faits par des cadres, ou fondés par des cadres à la retraite ou des fonctionnaires à la retraite, pour partager leur expertise. Et tout ça a commencé à voler en éclats au début des années 2000, d'abord parce que les grands cabinets de conseil internationaux ont racheté les cabinets français, et ensuite parce que le politique, allié à la haute fonction publique, ce qui n'a pas été la moindre surprise, a ouvert grand les portes de l'État aux consultants, au motif que le privé était toujours meilleur que le public, pour le dire simplement. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, en termes d'idéologie ou d'études, voilà, c'est une espèce de chose qui s'est imposée dans les esprits. L'État est inefficace, néfaste, mauvais, tout ce qu'il fait est ni fait ni à faire, et il faut importer les méthodes de management du privé, par le biais de consultants issus du privé dans le public. Ça commence sous Nicolas Sarkozy. Alors, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais au milieu des années 2000, ce qui frappe les esprits dans la politique de Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'on a appelé la RGPP, qui consiste en gros à ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux à la retraite. Ce dont on ne s'est pas forcément rendu compte à l'époque, on n'a pas vraiment réalisé, c'est que ça s'accompagnait d'une invitation à tous les consultants de la classe à s'installer dans les cabinets, dans les ministères, à faire des audits et à dire ce qu'il fallait faire. Et en gros, à l'époque, la grande méthode à la mode, vous devez connaître, c'était le lean management. Donc, qui vient, je vous rappelle, quand même des usines d'automobiles Toyota. Eh bien, le but du jeu était d'appliquer ça dans la justice, dans la police, dans l'enseignement, etc. Le but étant d'amaigrir l'État au plus possible au motif de la modernisation. Quand François, vous parlez de ligne préfecture. Oui, c'est ça, oui, c'est... avec tout ce vocabulaire un peu chiant.
avec tout ce vocabulaire un peu volapük qui paraît très moderne à l'époque et très risible aujourd'hui, mais dans chaque époque. Mais il n'est pas si risible que ça parce qu'il est toujours employé. Il est toujours. Enfin, il était déjà risible, mais il n'est pas obsolète. Ouais, alors, j'avoue que je ne suis pas au dernier. Peut-être que ça a changé, mais les méthodes à la mode, mais il y a toujours ce côté jargonnant qui peut être parfois risible. Donc, quand François Hollande arrive, il met en stand-by ce qui avait été lancé sous François Hollande, mais il ne le défait pas. C'est-à-dire qu'on va avoir progressivement ce que nous, on a constaté, et je reviens à votre métaphore du parasite, c'est-à-dire qu'on a plugué, si je peux dire comme ça, un système de pensée, une manière de fonctionner au travers les cabinets de conseil sur une fonction publique qui est restée en l'état. On n'a pas vraiment cherché à faire évoluer, ni dans ses missions, ni dans ses manières de fonctionner, avec le seul objectif ultime de pouvoir limiter la hausse du nombre de fonctionnaires, voire d'en diminuer le nombre quand l'opportunité politique se présente. Quand Emmanuel Macron accède à la présidence de la République en 2017, la première fois, il est poussé par toute cette cohorte de cadres, de banquiers, de consultants, très, enfin, vous les voyez, très minces, très internationalisés, très, voilà, pour qui Emmanuel Macron va représenter la modernité. Et ce qu'on découvre peu à peu, et on n'est sans doute pas au bout de ce qu'on peut dire, c'est que les cabinets, notamment de McKinsey, ont vraiment eu un rôle actif auprès d'Emmanuel Macron pour faire son programme, pour modéliser sa campagne, pour faire remonter un certain nombre de sujets. C'est vraiment un candidat, président, consultant qui arrive à la tête de l'État en 2017. Et sous le premier quinquennat, le montant des dépenses en prestations intellectuelles explose littéralement. Alors, je me disais tout à l'heure que nous, quand on avait commencé notre enquête, il n'y avait pas de transparence, on n'avait pas de chiffres. Aujourd'hui, on a un chiffre qui est celui de l'Inspection générale des finances, qui a donné, ce qui correspondait à notre évaluation, un chiffre en 2021 de 2,5 milliards de dépenses annuelles de l'État et des collectivités territoriales. En 2015, c'était 764 millions d'euros. Donc, vous voyez la multiplication. Le seul conseil en stratégie, donc qui est la spécialité de McKinsey, je mets les lunettes pour ne pas vous dire de bêtises, sont passés de 10,4 à 128,9 millions d'euros, selon l'Inspection générale des finances. La commission d'enquête sénatoriale qui a rendu ses conclusions après la publication de notre livre parlait d'une emprise tentaculaire des cabinets de conseil au sein de l'État à tous les niveaux. Alors, cette emprise, vraiment pour vous dire comment s'ouvre l'ouvrage, c'est l'histoire d'un push progressif, presque rampant, sans effusion de sang, mais qui de l'intérieur a changé la France. Depuis 20 ans, les cabinets de conseil se sont installés au cœur de l'État. Cette histoire n'a jamais été véritablement racontée. C'est cette prise de pouvoir, et cette prise de pouvoir, encore moins démocratiquement approuvée. Les choses se sont faites par acceptation ou résignation successive. Il ne s'agit en rien d'une conspiration. L'État a été parfaitement consentant. Il a même payé pour s'effacer ou se diluer. Oui, c'est un truc qui m'a beaucoup tracassé et ça continue de me tracasser. Je disais tout à l'heure qu'on a fait un autre livre après ça avec Mathieu Arlon et je pense qu'on va continuer à se poser la question. Je me souviens, la première fois, un des premiers rendez-vous qu'on avait pris, c'était avec le président de l'association des anciens de l'ENA.
Et moi, naïvement, on était au tout début de l'enquête, je m'attendais à ce qu'ils disent que les consultants c'était une horreur, que les énarques c'était formidable et qu'on ne devrait pas avoir à faire appel à McKinsey. Et la conversation, en fait, c'est complètement l'inverse. Le type, ce monsieur, dont les études, comme tous les techniciens, dont les études ont été payées par l'État, vous explique qu'avoir recours au cabinet de conseil, c'est formidable, que c'est exactement ça qu'il faut faire, parce qu'on ne peut rien faire avec la fonction publique, parce que c'est complètement corporatiste, ringardisé, que ça coûte trop cher, que ce n'est pas efficace. Voilà. Et donc, il y a un côté suicide collectif, un peu de mépris de classe, qui fait que la haute fonction publique se sent, pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a eu des échecs internes, les hôpitaux perdent de l'argent, ils ont échoué avec la carte vitale, aussi parce qu'ils voient de plus en plus leur... il faut imaginer que pendant très longtemps, réussir l'ENA, c'était vraiment pour tous les enfants d'élite, le plus. Mais il arrive un moment, avec la mondialisation des entreprises, où les cadres, même moyens des multinationales, se mettent à gagner des sommes faramineuses. Et dans les dîners en ville, vous en avez un qui dit « Ah, je rentre de New York, de Sydney, de Hong Kong, et j'ai acheté une Jaguar et je repars à l'île Maurice avec ma femme et mes enfants. » Donc ça, c'est le cadre du privé. Et vous avez le haut fonctionnaire qui, même s'il sort d'un quelconque ministère à ce moment-là, bah lui ne parle même pas anglais, qui n'aura jamais d'augmentation, et que le mieux qu'il puisse rêver, c'est de rentrer au siècle. Donc, qui aime un club, très sélect. Et donc, avec cette mondialisation des entreprises, les hauts fonctionnaires eux-mêmes se sentent ringardisés, plus à la mode. Ils voient bien que ça coince. La crise des années 80, puis celle de 2008 a vraiment donné l'impression un peu autoréalisatrice, puisque l'État, au fur et à mesure, en voulant se faire des économies, s'est coupé et de son ambition et de ses ressources. Mais en tout cas, les hauts fonctionnaires ont fini par penser qu'ils devaient agir contre la fonction publique. Alors, les premiers à avoir trinqué, si je peux dire comme ça, c'est le fonctionnaire de base. On lui ajoute tout un tas d'étages intermédiaires, de reporting, de machins, qui sont censés le rendre plus polyvalent, lui dire comment il doit agir. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est celui des agences régionales de santé qui ont été créées pendant les années 2000, dans chaque région, ça s'appelle, comme leur nom l'indique, et qui sont censés être une espèce de coordinateur de la médecine publique et de la médecine privée dans chaque région. En vérité, donc ça c'est très, on se dit c'est super, ils vont faire des synergies, on va avoir des pharmacies ouvertes tout le temps, et puis une complémentarité des compétences. En vérité, ce n'est pas du tout ça qui se passe, parce que dans les ARS, on a des gens qui font des tableaux Excel et qui sont surtout chargés de mettre la pression sur les hôpitaux pour réduire leurs dépenses. Et cet empilement de reporting, de hiérarchie intermédiaire se développe partout, c'est-à-dire que vous avez une réduction du nombre de fonctionnaires sur le terrain, au contact des usagers, une augmentation de la hiérarchie intermédiaire qui sert les boulons en chaîne tout au long de la file, et des consultants et des fonctionnaires en haut dans les cabinets, dans les ministères, dans les cabinets des ministères, qui sont de plus en plus sous pression dans ce temps médiatique qui est que les ministres restent 6 mois au mieux, qu'il faut faire un BFM tous les 3 jours et qu'ils n'ont plus le temps de penser. Donc, les cabinets de conseil avec le prestige de McKinsey ou du BCG ou de Lamberger arrivent et disent au ministre « Je sais que tu as un problème, ah bon, j'ai un problème, et chance pour toi,
enfin, ils se voient, mais pour raconter la proximité de l'échange, j'ai la manière de le résoudre. Donc, il y a quelque chose qui se met en œuvre au fond de l'État, qui est que les hauts fonctionnaires, si vraiment la branche sur laquelle ils sont assis, évidemment, on ne va pas se le cacher, avec l'ambition, l'espoir de pouvoir eux aussi aller faire beaucoup d'argent dans les cabinets de conseil. Le pantouflage a toujours existé, mais c'était souvent des hauts fonctionnaires qui avaient fait une grande carrière. On trouve encore ça chez les grands généraux de l'armée française. On fait sa carrière, puis à 55 ans, on va pantoufler chez au BCG. Là, maintenant, quand on sort de l'INSP, ou plus encore quand on sort de Polytechnique ou de Centrale, l'ambition n'est pas du tout de passer 20 ans au sein de l'État. On fait au mieux 5 ans, et puis après, on part dans un cabinet de conseil faire de l'argent, et puis ça va très vite. Et c'est pourquoi on a parlé d'une espèce de suicide assisté. C'est que, évidemment, au fur et à mesure, ça se rapproche et les hauts fonctionnaires eux-mêmes sont devenus. L'ENA a perdu son nom, c'est devenu l'INSP, et les très hauts fonctionnaires ont eux-mêmes perdu leur prestige. Et alors, vous avez commencé à l'aborder, mais il y a deux modes d'infiltration qui ressortent vraiment de l'ouvrage, je trouve. C'est le pantouflage. Alors, on va commencer à en parler. Et le pro bono. Il y a vraiment un moment où vous décrivez la journée du 22 juin 2006, en disant c'est là que ça commence. Et ce que vous dites, c'est si l'on veut dater l'an 1 de l'offensive des consultants au cœur de l'État, il faut choisir cette journée où les cadres de l'UMP, chargés d'écrire le programme de leur parti pour 2007, ont accepté de participer à des ateliers de travail avec les experts du deuxième plus gros cabinet américain, derrière McKinsey. C'est le BCG qui est là. C'est quoi cette stratégie du pro bono par laquelle ils arrivent à infiltrer très très tôt, en fait? Oui, alors le pro bono, ça veut dire gratuit, en fait, comme pour les avocats. Mais c'est très, comment dire, c'est très fondateur des cabinets de conseil, parce que je sais que quand ils recrutent des jeunes consultants, on leur dit, bon, alors tu ne vas pas choisir tes clients, c'est sûr, mais tu pourras faire du pro bono, c'est-à-dire que tu pourras t'investir dans des missions qui te tiennent à cœur. Et ces missions gratuites sont mises à disposition des politiques et des ministères. Donc, ce jour-là, le PCG aide les cadres de l'UMP à penser leur... pardon, ça me donne envie de rire, mais à penser leur programme, et ça donnera les premières tentatives d'évaluation au mérite du ministère. On l'a oublié, mais sous le tout début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, chaque ministre avait ses indicateurs sur lesquels ils étaient jugés. Donc, Brice Hortefeux, qui était à l'intérieur, c'était sur le nombre de sans-papiers qui étaient reconduits à la frontière. Le ministre de la Culture, c'était sur le nombre d'entrées au musée. Mais ça s'est reproduit sous Emmanuel Macron, sous un autre nom qu'indicateur, ça s'est appelé les objets de la vie quotidienne, où chaque ministre avait aussi dans son enveloppe ses indicateurs. Et par exemple, je me souviens que la ministre des Sports avait le nombre de certificats, je ne sais pas comment ça s'appelle, quand on apprend à nager, là, voilà, si on avait brevet de natation, merci. Le brevet des 25 mètres. Voilà, c'est ça. Et donc, le pro bono, c'est mettre gratuitement à disposition de décideurs publics ces consultants. Alors, ça a l'air super, on se dit, ouais, c'est chouette et tout ça, sauf que dans la vie, rien n'est gratuit. Donc, ça a deux conséquences. La première, un peu insidieuse, c'est le fait que les consultants sont tout le temps là et qu'ils savent ce qui se passe à l'intérieur de l'institution. Je me souviens d'une ancienne de la Cour des comptes qui me racontait que quand elle est arrivée à la Cour des comptes, elle voyait des consultants tout le temps qui étaient
plus au courant qu'elle de ce qui se passait au sein de l'institution, parce que les consultants faisaient le secrétariat d'une certaine manière. Ils assistaient aux réunions et puis ils mettaient tout ça bien en ordre, et tout ça, ce n'était pas de leur niveau. Mais ça permettait de savoir, d'un coup, si le président, le vice-président de la Cour des comptes se disait « Ah, je vais lancer un grand chantier informatique », bim, le lendemain, comme par hasard, il y avait un cabinet de conseil qui venait proposer un projet. Ça, c'est la première version, que je dirais soft, où j'ai décrit l'autre forme, c'est, je ne sais plus quel ministre nous racontait, je ne sais pas, Agnès Buzyn, enfin, le ministre X, qui raconte qu'elle arrive le jour 1, le jour 2, il y a tous les consultants dans son cabinet qui ont obtenu des rendez-vous et qui viennent lui dire ce que je lui disais, tu as un problème, bon, le problème c'est que j'ai la solution. Donc à la fois il crée le problème et la solution. La deuxième manière un peu plus vicieuse du pro bono se fait beaucoup dans l'informatique. On l'avait vu avec Stop Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Stop Covid, je ne sais pas comment ça s'appelait. La première version avait été faite pro bono par des cabinets de conseil, sauf que la maintenance était payante et coûtait très cher. Et donc, en fait, c'était fait gratuitement, et l'État n'avait pas négocié d'avoir la propriété intellectuelle de l'appli, si bien que chaque maintenance, chaque mise à jour, chaque évolution de l'appli était payante, et ça a coûté des dizaines de millions d'euros. L'autre voie royale, évidemment, c'est le fait de recruter au sortir des grandes écoles les meilleurs diplômés et de leur permettre ensuite de faire des allers-retours. Parce qu'évidemment, quand vous avez un collègue qui est conseiller dans un cabinet de conseil, il va vous permettre d'avoir le rendez-vous qui vous permettra de vendre vos prestations. Ça, toutes les 10 pages du bouquin, il y a un nouvel exemple où on voit le pantouflage et rétro-pantouflage. On va du public vers le privé, on revient du privé vers le public, on va du privé vers le public, on revient, voilà, ça va dans tous les sens. J'ai juste noté 2 exemples pour illustrer. Éric Woerth, donc, qui est le ministre du budget, qui met en place la RGPP, donc la révision générale des politiques publiques, donc qui met une grande dose d'austérité. Ministre du budget en 2007, qui met en place la RGPP, est un ancien consultant. Et pas un consultant où il a pas fait un stage, il y a passé 15 ans. Luc Châtel, autre ministre, en quittant le gouvernement, s'est lui-même reconverti en consultant. On a cet effet de pantouflage et de rétro-pantouflage. Et là, il y a une convergence. Le pro bono, ce que vous décrivez aussi, c'est la mise à disposition de consultants gratuits pendant la préparation des campagnes. Une forme d'investissement, parce que ça permet aussi de faire en sorte que les gens se connaissent. Et s'il y a du pantouflage et du rétro-pantouflage, les gens ils se connaissent aussi, donc ils s'appellent un peu plus facilement, ils se tapent dans le dos, ils ont l'air. Ce que vous décrivez, c'est qu'on a l'impression qu'entre le haut des consultants et le haut des ministères, ils se ressemblent beaucoup. Oui, alors il faudrait refaire tous les ministres sous Macron pour avoir des exemples, mais Guillaume Kasbarian, par exemple, qui était un éphémère ministre du Logement puis de la fonction publique, il me semble, est un ancien consultant. Amélie Montchalin, son mari, était un grand compte du BCG. Enfin, c'est vraiment un univers de l'élite managériale qui se rencontre beaucoup et qui, en fait, parle la même langue et a les mêmes valeurs. Et il y a cette idée que comme si vous voulez, cette élite-là, et quelle que soit la matière qu'ils ont à traiter, qu'elle soit publique ou privée, savent toujours mieux ce qu'il faut faire. Et le fait est qu'ils se retrouvent dans tout un tas de prix, dans tout un tas d'événements socialisants où finalement, ils se retrouvent entre eux avec, en effet, les mêmes valeurs et les mêmes critères. Mais je dirais que ce qui est encore plus étonnant, finalement, c'est que, j'ai parlé de la haute fonction publique, mais le politique lui-même est extrêmement consentant. C'est ce que je racontais tout à l'heure.
moi, ce qui m'a extrêmement... le politique et même l'universitaire contribuent à ça, au sens où ce qui m'a extrêmement surprise quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'est qu'aucun parti politique ne travaille aujourd'hui, et c'est encore vrai aujourd'hui, sur ce que c'est l'État. Qu'est-ce que c'est l'État? Qu'est-ce que c'est ses missions? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Sur quoi on veut le resserrer? Et comment on veut y arriver? On a complètement abandonné depuis, il faut que je sois un peu plus précise, mais en gros, depuis Pompidou, Giscard d'Estaing, sous Mitterrand encore, ça commence en fait à se défaire dans les années 90. Tout ce qui est ministère de l'équipement, le fait d'avoir des ingénieurs au sein de l'État, tout ce qui est le programme nucléaire, aussi le fait d'avoir des gens très actifs dans l'énergie au sein de l'État, tout ça commence à se déliter au fur et à mesure des années 90, avec l'abandon progressif d'une vision active du politique. Et pour le politique, il ne pense plus l'État, mais aussi se sert des consultants pour se déresponsabiliser ou pour se couvrir. Et c'est ce qu'on voit beaucoup sous Emmanuel Macron. Comme on sait qu'il y a beaucoup de McKinsey autour de Macron et qui les aime beaucoup, en fait, on imagine parfois qu'Emmanuel Macron a appelé chacun de ses ministres en lui disant « Ah, tu dois prendre McKinsey ». Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe d'un consultant qui dit à un ministre « Ah, j'ai vu le président hier, je ne sais pas quoi, une remise de décoration, machin ». Donc le ministre, il se dit bah, « Moi, pour me faire bien voir et pour être sûr de ne pas faire de bêtises, avant de prendre la moindre décision, je vais commander un rapport ». Et c'est comme ça qu'on arrive à des trucs complètement dingues où Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Enseignement, a commandé un rapport à un consultant sur l'avenir des enseignants. Pourquoi ne pas le demander aux universitaires qui, évidemment, sont légion à avoir travaillé là-dessus. Mais ce qui était encore plus étonnant pour moi, c'est quand Emmanuel Macron, j'ai oublié la date, a commandé un grand livre blanc à Jean Tirole, prix Nobel d'économie, Olivier Blanchard, ex-économiste en chef du FMI, sur les grands enjeux de demain. Quand il s'agit de réfléchir à l'État, eh bien, ils ont sous-traité ça à McKinsey. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de mal, ça change un peu, mais à trouver des économistes qui réfléchissent sur l'État et les politiques publiques. Et par ailleurs, l'enseignement d'économie, qui est ce que je connais le mieux, je ne connais pas bien, assez peu, tout ce qui est sociologie, sciences sociales, etc. Mais l'enseignement de l'économie est tellement corseté par cette tendance-là, très néolibérale, très l'État, c'est pas bien, etc., qu'il y a du mal à faire émerger une branche de la science économique qui penserait à l'action de l'État. Mais ça existe en sciences politiques. Ça existe en sciences politiques, évidemment. Oui, mais c'est très... Pourquoi ce serait aux économistes? Parce que déjà, en disant ça, on a déjà un prisme idéologique en le faisant. En fait, je pensais à la manière, si vous voulez, alors je ne connais pas assez, vous voyez, je suis journaliste, hein, je ne connais pas toute l'université, mais ce que je connais en sciences sociales, c'est beaucoup d'analyses justement sur la sociologie, des grands corps de l'État, il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus. Et quand je parlais de sciences économiques, il n'y a pas de prospective sur comment on pourrait piloter l'État, qui pourrait donner une grille de lecture, ou en tout cas, ça parlait de programme, aux responsables politiques. Je ne vais pas vous interrompre, mais en fait, je le fais quand même. Dit-il en interrompant. Non, mais en fait, ça m'interpelle parce que ce que vous dites, j'ai l'impression qu'on a affaire à des gens qui ont oublié ce que c'était qu'une culture politique. À Sciences Po, on enseigne la sociologie politique. Cette sociologie politique-là, elle part d'Ernest Renan. Qu'est-ce qu'une nation?
et on déroule. Et en fait, on a une culture politique. C'est-à-dire que quand on était, enfin, moi, quand j'étais à Sciences Po dans les années 90, on nous demandait qu'est-ce que vous voulez faire. Il y avait une section service public. Cette section service public, elle était dédiée aux serviteurs de l'État. Et donc, il y avait encore cette culture-là qui était transmise à des étudiants qui voulaient, qui pensaient que le service public avait quelque chose, enfin, que servir l'État, ce n'était pas tout à fait la même chose que d'aller dans une entreprise. Et ce que vous décrivez là, c'est que j'ai l'impression, alors, en vous écoutant, je me disais, mais est-ce que c'est pas le 21 avril 2002 que ça s'est cassé la gueule? À partir du moment où on a accepté de réunir Chirac, on n'avait plus rien à foutre. On a laissé le truc, Sarkozy est arrivé, et puis c'était fini. Est-ce que cette tradition-là de l'État ne s'est pas terminée le 21 avril 2002? Je ne risquerai pas à donner une date. Je ne peux, et vous avez raison, par ailleurs, je n'ai pas fait de sciences politiques, j'ai fait des sciences économiques, donc j'ai peut-être un prisme un peu particulier. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais en fait, ce qui est difficile à attraper, c'est un changement d'état d'esprit global. Ce dont je peux témoigner en tant que journaliste et en tant qu'enquêtrice, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est-à-dire j'ai une haut fonctionnaire qui faisait partie du comité de je ne sais pas quoi, de sélection à la formation, préparation de dauphines à l'ENA. Et qui me disait que dans les dossiers, un tiers des candidats qui voulaient rentrer dans cette prépa pour faire l'ENA, disaient très ouvertement qu'ils voulaient aller dans le privé. Et ça n'était pas un problème. Et je sais, là, je le raconte dans le livre, quand vous êtes aujourd'hui à Polytechnique, alors pour moi, en plus, moi, je suis une petite dame de province, vous voyez, Polytechnique, c'était vraiment, à mes yeux, mec plus ultra du mec plus ultra. Je sais que depuis une dizaine d'années, les patrons de Polytechnique disent à leurs étudiants, quand vous rentrez dans les entreprises, vous servez la nation de la même manière que quand vous rentrez dans le service public. Et ça, vous l'entendez vraiment dans tout le discours du personnel politique des 10 dernières années et d'Emmanuel Macron lui-même. Faire fructifier l'économie et les entreprises, c'est servir la nation. Et donc, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on dit aux élèves de Polytechnique. Quand ils sortent de Polytechnique et quand ils vont dans un cabinet de conseil, ils ne maîtrisent pas la nation, ils servent encore l'économie. Bref, c'est complètement... ils servent encore la nation. C'est la réponse à ça. Il y a un fond idéologique qui est très puissant. Il y a un moment où vous citez le point de bascule se situe au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Et avec le vote donc, de cette fameuse révision générale des politiques publiques. Se présume très bien dès 2008 un consultant du cabinet allemand Roland Berger, le gouvernement, et là vous citez ce consultant, le gouvernement est comme une entreprise avec un directeur général et des patrons de business units, des ministères, les ministres, qui utilisent nos méthodes éprouvées dans les grandes firmes. On est vraiment sur cette extension de ce qu'on appelle nous le managérialisme, c'est-à-dire l'idée que tout peut être et doit être managé, y compris le gouvernement. Moi, je n'ai pas le vocabulaire technique, mais moi, ça ne me paraît pas délirant de dire que ça doit être managé. En revanche, ce que je trouve délirant, c'est de plaquer les choses d'une chaîne de fabrication d'automobiles au service public. Parce qu'évidemment, servir le public et servir des intérêts privés, ça n'est pas la même chose. Par exemple, quand les consultants vont dans les services publics, un truc qui m'a toujours sidéré, c'est qu'ils n'interrogent jamais les usagers. C'est-à-dire que ce sont des services payés par nous, avec nos impôts pour nous servir, et jamais on demande aux usagers ce qu'ils veulent, ce qui leur va, ce qui leur va pas. Voilà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui continue de nous sidérer, c'est que, évidemment, l'utilisation d'un indicateur chiffré, puisque c'est vraiment la base, sans doute, de ce que vous appelez le managérialisme, peut être complètement contre-productif pour le service public. Je vous donne un exemple très parlant dans la santé. Il y a 2 études qui ont été faites pour voir
l'efficacité du New Public Management, du passage du New Public Management dans la santé. Une première étude qui a été faite, son nom m'échappe malheureusement, mais dans les services des urgences en France. Vous l'avez fait? Oui, merci. Ça se trouve, c'est vous, non, pas du tout. La grosse, alors, exactement. Et donc, il a fait une étude sur essayer d'évaluer l'efficacité d'une réorganisation par des consultants dans les services des urgences. L'indicateur qui avait été choisi, c'est la baisse du temps d'attente des urgences. On est tous d'accord, évidemment, si la baisse du taux d'attente serait due aux urgences, c'est que c'est plus efficace. Sauf que quand il est allé en profondeur, il s'est rendu compte que le taux de retour avait augmenté. Puisqu'évidemment, les gens étant moins bien soignés, comme on avait passé moins de temps à les écouter, les gens revenaient plus souvent. Donc, est-ce qu'on est vraiment efficace? Et il y a une autre étude qui a été faite aux États-Unis, qui, elle, est encore plus frappante, qui est que le taux de mortalité avait augmenté. C'est-à-dire que vous attendiez moins longtemps, mais vous alliez plus souvent aussi, ce qui déplace la notion d'efficacité. On peut choisir son critère, mais la question, c'est est-ce qu'un service public doit être efficace? Selon quels critères? Doit-il être rentable? Et ça, ce sont des questions. Enfin, moi, je n'ai pas vu dans ce que j'ai vu, mais encore une fois, je ne suis pas universitaire, mais cette vision de l'État géré comme une entreprise avec la holding, ses filiales, etc., qui était une vision comme une autre, hein, pourquoi pas, et qui s'avère, on peut à peu près l'affirmer aujourd'hui, très inefficace, parce que, pour tout un tas de raisons, qu'on pourrait évoquer, perte de compétences, perte d'attractivité, moyens mis au mauvais endroit, etc. Je ne connais pas, mais vous me direz peut-être, d'idéologie tout aussi puissante qui pourrait s'y substituer et qui pourrait être, comment dire, saisie par les politiques. D'autant que c'est là où on voit qu'il y a de l'idéologie, c'est-à-dire l'idéologie, ça se voit particulièrement bien au moment où ça ne marche pas et on persévère. C'est là que ça se révèle dans toute sa splendeur. Quand il y a l'idéologie et que ça marche, à la limite, bon, ça marche. Alors, vous donnez, pour être poli, j'ai dit des résultats mitigés. Il y a peut-être un petit biais, vous sélectionnez les trucs où ils ont foiré. Je vais donner deux exemples sur les résultats de ça. Malgré ces souriantes perspectives, l'expérimentation pédagogique tourne court. Les critères introduits par le cabinet Marcel-Co s'avèrent inopérants pour rendre compte de l'action véritable politique de chaque ministère. Donc ça, c'est le moment où ils veulent évaluer les ministères comme on évalue en entreprise. Et en fait, ça échoue. Vous citez Denis Migaud de la Cour des comptes. Didier. J'étais concentré sur la faute de frappe. Les productions des consultants ne donnent que rarement des résultats à la hauteur des prestations en compte. Des analyses effectuées par les chambres régionales des comptes, il ressort que nombre de rapports de mission utilisent essentiellement des données internes, se contentent de copier des informations connues ou reprennent des notes ou des conclusions. Vraiment, page après page, vous accumulez. Alors, peut-être qu'il y a un petit biais de sélection, mais il y a quand même un nombre étonnant d'exemples dans lesquels les livrables, les prestations, les propositions sont soit à côté de la plaque, soit inopérants, soit très décevants. Oui, alors évidemment, le biais de la presse, c'est toujours de parler des trains qui n'arrivent pas plutôt que des trains qui arrivent à l'heure. Mais il y a une raison assez fondamentale qui est l'absence de contrôle. C'est que je me souviens, quand j'avais préparé le livre, j'avais parlé avec des cadres de grandes entreprises ou d'anciens grands patrons d'entreprises publiques qui avaient eux-mêmes eu recours à des cabinets de conseil, et je leur ai dit est-ce que vous en étiez content et à quelles conditions c'est efficace? Et ils m'avaient tous dit la même chose, c'est efficace si vous ne leur donnez pas le manche, si vous ne leur laissez pas le manche du contrôle. C'est-à-dire que vous prenez le consultant pour ce que c'est, un conseil, vous l'analysez et c'est vous qui dirigez. À partir du moment où vous leur laissez décider à votre place,
c'est là où ça commence à partir en sucette. Et très précisément, pourquoi il y a une telle accumulation de mauvais rapports, de projets complètement foireux, pardon pour mon vocabulaire, c'est que le contrôle n'y est pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas formé les fonctionnaires à être des chefs de projet efficaces, contrôlants, qui connaissent le sujet. Avoir recours à un cabinet de conseil, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, se déresponsabiliser et passer la première chose. L'exemple le plus frappant, et qui n'est toujours pas résolu et qui est le plus inquiétant pour l'avenir de notre fonction publique, c'est celui de l'informatique. Des grands projets informatiques, IA, tout ce que vous voulez. Au motif que c'est une matière qui évolue très très vite et qu'on ne peut pas créer des fiches de poste avec des fonctionnaires qui font la même chose pendant 50 ans, parce que je comprends très bien, imaginez que les fonctionnaires qui travaillent sur Minitel, on serait tous horrifiés. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la ressource en long terme dans la fonction publique. Je n'ai plus le chiffre exact, mais il me semble que le nombre de fonctionnaires qui allaient en informatique, c'était quelques dizaines de milliers sur plus de 5 millions de fonctionnaires. Et donc, ils ne sont pas capables de piloter les bons projets informatiques. Résultat des courses, ça fait 10 ans, 15 ans, que régulièrement, les grands projets informatiques lancés à coût de centaines de millions d'euros se plantent. Le dernier, je pense que vous en souvenez, il y a eu un exemple historique qui est le feuille de paye dans les armées au ministère de la Défense, où les mecs n'étaient pas payés, c'est le Qatar. Mais un exemple encore qui a encore rebondi et qui n'est toujours pas clos, c'est celui de la numérisation de la police. Donc il y avait l'idée de pouvoir saisir des PV directement de manière informatisée, ce qui en soi paraît assez cool et assez efficace. Ça dure depuis 2016. Le logiciel en question a changé les 3 fois de nom. C'était Scribe, maintenant c'est XPN. Ça ne marche toujours pas et ça ne marchera probablement jamais parce que c'est pas piloté, parce que, alors ça il faudrait demander à des experts, mais parce que le cahier des charges n'est pas bien défini, parce qu'après c'est pas piloté, parce qu'après il n'y a personne qui gère, que le cabinet de conseil est trop content de pouvoir laisser traîner les choses et de se faire des marges mirifiques. Et c'est des XPN, là, c'est, je sais pas, 260 millions d'euros depuis 2016 et ça marche toujours pas. Alors, sur le temps de film, il y a quand même, dans ce que vous dites, il y a quelque chose de récurrent, c'est sur est-ce qu'il y aurait besoin d'une compétence de l'État, du public, et vous citez à un moment un consultant, un ex-consultant, l'un des meilleurs spécialistes en France des marchés publics, et il est atterré par l'amateurisme de certains hauts fonctionnaires. Et là, vous citez, l'État ne sait pas acheter, il n'arrive pas à faire jouer la concurrence entre les différents cabinets. Dès 2014, la Cour des comptes ne disait pas autre chose, là c'est la citation de la Cour des comptes, l'achat de prestations de conseil souffre encore d'un manque de professionnalisme dans l'administration. Certaines règles essentielles sont parfois contournées. Oui, je vais donner un exemple. Il y a un système qui s'appelle l'accord cadre, qui est utilisé dans le privé. C'est-à-dire qu'une grande entreprise va présélectionner un certain nombre de cabinets de conseil qui peuvent répondre à des critères et à ses besoins. Et après, quand elle a besoin de lancer un projet en urgence, elle remet en compétition les cabinets qu'elle a présélectionnés et le meilleur cabinet. Le problème, c'est que l'État, toujours dans son idée de faire pareil, mais avec ses règles à elle qui sont un peu plus rigides, fait des grands accords cadres, présélectionne des cabinets de conseil selon les critères, mais après, c'est selon la règle du tourniquet. C'est-à-dire qu'ils ont, chaque ministère demande à la centrale d'achat de l'État, selon ses besoins, j'aurais besoin d'une prestation intellectuelle pour tel ou tel projet. Et les cabinets de conseil qui ont été présélectionnés, au lieu d'être remis en concurrence pour voir celui qui est le plus efficace ou qui propose le meilleur prix, ils reçoivent ce contrat l'un après l'autre. Ça veut dire que BCG, par exemple, qui est particulièrement compétent dans l'armée, peut être
ce qui est des problématiques de défense, peut être mobilisé sur, enfin je veux dire n'importe quoi, sur des problématiques d'éducation, et que Roland Berger, qui est particulièrement compétent sur les questions industrielles, va être mobilisé sur une autre problématique. Donc qu'est-ce qu'ils font, ces gros cabinets de conseil? Ils sous-traitent à d'autres cabinets de conseil qui sont plus pointus. Mais le problème de tout ça, c'est qu'évidemment, ça fait des marges en cascade. C'est-à-dire que vous ne les avez pas, le marché captif, vous ne les avez pas remis en concurrence. Et comme il ne peut y avoir que des grands cabinets qui font de la compétition, qui rentrent en compétition. Parce que quand vous êtes un petit cabinet de conseil hyper pointu en IA, par exemple, quand la centrale d'achat du GAP de l'État lance des grands accords cadres sur 6 ans qui recouvrent toute la stratégie de management et tout ça, ben, vous ne pourrez pas. Parce que vous ne pouvez pas tout couvrir. Donc, il n'y a que les Big Five qui concourent et qui sous-traitent. Donc, ça fait vraiment et aussi un problème de contrôle en cascade. Pognon de dingue. Pognon de dingue. Il n'est pas que là, il est aussi. Alors, en parlant de ça, on est à Nanterre, vous avez récidivé l'année dernière sur le grand détournement, comment les milliardaires et les multinationales captent l'argent de l'État. Alors ça ne concerne pas le milieu directement du conseil, mais je vous en conseille tout autant la lecture. Caroline, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Alors, le grand détournement, par exemple, question, mais si c'est quand même la continuité, parce que notre questionnement qui reste toujours aussi fort, c'est comment, dans un pays aussi riche, qui a 1600 milliards d'euros de dépenses annuelles de budget, on peut avoir un hôpital en capillotage. C'est pas vous que j'apprendrai que l'université ne déborde pas de moyens faramineux, des écoles maternelles et des collèges qui n'en peuvent plus. Voilà. Et derrière cette distribution d'aide aux entreprises et aux grandes entreprises, il y a toujours sous-tendu cette idéologie que le privé saura toujours mieux faire que le public. Donc, on donne de l'argent, mais on ne pilote pas. Donc, en vrai, c'est la même idéologie tout ça. Je propose qu'on fusionne les questions et la pause. On a accumulé un tout petit peu de retard, vu qu'on finit déjà à 18h30. Je propose qu'on prenne 10 minutes à la fois pour pouvoir échanger, faire la pause, et puis après, on réenchaîne avec Norbert Alter pour son ouvrage, pour en finir avec le machin. 10 minutes de pause, questions-réponses. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.